السلام عليكم. اليوم حنا في البرلمان حاضرين في واحد الندوة اللي كتهم لنا موصولو. Alors bonjour à chacune et à chacun, chers collègues, chers collègues ici présents dans la salle, chers amis, nous allons évidemment vous remercier de votre présence, parce que votre présence est évidemment importante. Je veux aussi remercier d'avoir aussi pensé de nos amis au Sénégal, en particulier pour notre marraine Afrique, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Mais donc la situation sur place l'explique. Mais nous sommes évidemment de tout cœur avec eux. À savoir si au fond ce que signifie le droit à la santé, le droit à la famille, le droit à l'éducation, le droit à l'enseignement et j'en passe, finalement ne représente pas grand-chose malheureusement dans leur parcours. Et par leur présence aujourd'hui, je tiens évidemment à rappeler aussi nos devoirs et je voudrais aussi qu'on puisse non seulement les saluer et les applaudir, et je vais les nommer, parce que je crois que c'est important qu'ils se rendent compte aussi de la place et de l'espace qu'ils occupent dans le combat qui est celui de leur maman, ou parfois aussi de leur papa, mais aussi le leur, parce qu'on se rend compte aussi que vous avez aussi des enfants qui sont aussi des aidants proches, par exemple. Et ça, malheureusement, on ne prend pas suffisamment la réalité de la situation. Alors, on salue Mia. Rassemblés au sein de ce Parlement de la région de capitale, ça a été rappelé le lieu de la démocratie, pour parler de la monoparentalité et en particulier pour parler des mamans solo. Parce qu'en effet, 90% des chefs de famille monoparentales ont pour chef de famille une femme. Et nous sommes ici par la volonté d'une femme, justement. Une femme qui a l'air de faire bouger les choses. Si elle était pour se faire entendre, en la personne de Amina Moutoumaldeuil, que je voudrais aussi qu'on salue. Merci Amina pour l'initiative et aussi ta détermination. Et nous sommes ici présents grâce à l'écoute d'un homme, soucieux aussi de nos préoccupations. Il vient de nous faire un exposé et on l'a compris, en tant que fils de maman solo, David Lester, président de la régionale de Bruxelles-Capitale et député de la région. Merci David pour ton parcours qui aussi certainement peut inspirer des jeunes dont les mamans sont des mamans solo. Et je pense que c'est important qu'ils puissent aussi avoir l'exemple de personnalités comme toi ici présentes aujourd'hui. Merci pour ton parcours. Alors nous sommes ici parce que la problématique vous intéresse et vous préoccupe, et qu'il y a aussi une mobilisation pour l'ensemble des préoccupations des parents solo et des mamans solo afin qu'elles soient justement inscrites à l'agenda politique et ce, à tous les niveaux de pouvoir, dans une approche qui soit transversale, c'est-à-dire dans tous les domaines, mais aussi dans toutes les politiques publiques qui sont amenées à être développées, et c'est une des raisons pour lesquelles justement Amina a aussi sollicité la présence à la fois de responsables politiques, et notamment des ministres au niveau fédéral, mais aussi au niveau de la région, puisque, comme vous le savez, les compétences sont partagées. Alors, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, il y a eu un plan qui a été adopté l'année 2021, fin d'année 2021, et je dirais, malheureusement, ce qui serait évidemment intéressant, c'est qu'on puisse aussi avoir un plan interfédéral. Parce que la question des mamans solo ou de la monoparentalité, elle ne se limite pas à des frontières, et encore moins à des frontières linguistiques. Alors on sait que la ZAN institutionnelle pose évidemment question, et elle déforce aussi la cause des mamans solo.
Une cause que nous portons aussi au niveau européen et international avec Anida, et puis la ministre du Sénégal, puisque la ministre du Sénégal est la marraine Afrique, et au niveau européen, donc c'est moi qui suis la marraine. Et nous comptons aussi, à l'occasion de la présidence de l'Union européenne, la Belgique, de pouvoir aussi mettre cette question à l'agenda. Parce que je crois qu'on ne mesure pas toujours suffisamment l'importance dans l'Europe, dans les investissements et dans le choix aussi qu'elle peut faire au niveau des politiques publiques en matière de monoparentalité. Et par exemple, il faut savoir que le Fonds social européen finance aussi des projets au niveau de la Belgique et en particulier à travers Myriam. En France aussi, tout un programme a été adopté l'année passée, décembre l'année passée, et c'est aussi financé par le Fonds social européen. Je crois qu'il faut évidemment avoir en tête que ce que nous menons ici en Belgique peut aussi percoler, et on peut aussi être à un moment donné aussi des modèles sur ces questions. Je voudrais aussi remercier, parce qu'il y a aussi des représentants et d'associations qui ont élaboré ou qui ont contribué à l'élaboration de toute une série de mémorandums qui mettent justement la question de la monoparentalité à l'agenda politique, et je pense en particulier à la Fédération des maisons d'accueil, aussi le travail que font les associations, parce que c'est aussi comme ça qu'on nourrit le travail de nos politiques, et en particulier au niveau du Parlement. Et je dirais heureusement qu'aujourd'hui on parle enfin de la monoparentalité, parce que ce sont finalement des sujets qui ont toujours été un petit peu mis de côté, parce qu'à un moment donné, je pense aussi que ce sont des sujets qui étaient tabous. Parce qu'il était difficile dans notre société de parler de mères divorcées, de mères célibataires. Ce sont évidemment tous ces concepts qui ont évidemment évolué avec le temps. Et à une époque, on mettait toutes ces populations au banc de la société. Aujourd'hui, ce sont évidemment des pans de la société qu'il faut évidemment accompagner. Et donc, si on se penche, comme je l'ai dit, sur cette question de la monoparentalité, c'est aussi parce que notre société a connu des évolutions sociétales importantes, les mœurs. Avant, on avait une logique de famille traditionnelle, et aujourd'hui, à côté de ce schéma traditionnel, on a aussi toute une série de configurations familiales qui, évidemment, ne sont plus en phase avec les politiques publiques qui étaient pensées à un moment donné, et des politiques publiques qui étaient aussi pensées, il faut bien le reconnaître, par des hommes, pour les hommes. Aujourd'hui, ces politiques, elles doivent évidemment s'adapter aux évolutions sociales, mais aussi aux particularités socio-économiques des mamans solo. Donc on sait que malheureusement, elles rencontrent toute une série de difficultés, en particulier sur le marché du travail, puisque, si je vous donne les chiffres, c'est 38% de taux d'emploi, donc c'est très peu, un taux de chômage particulièrement important, une précarité évidemment importante, je l'ai dit tout à l'heure, de 50% des familles sont concernées, des problèmes en matière de formation, d'emploi, de recherche d'emploi, de maintien à l'emploi, des discriminations aussi lorsqu'elles ont besoin de rechercher par exemple un logement ou un travail. On sait qu'en ce qui concerne l'accès au logement, elles rencontrent des difficultés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les logeurs demandent à ce qu'éventuellement il y ait plus d'un salaire. Alors quand on est maman solo, eh bien on a un salaire, eh bien on dépend évidemment de droits sociaux. Donc toute une série de problématiques évidemment qui doivent nous préoccuper, notamment aussi, je pense, aux problèmes de santé et de santé mentale, parce qu'on sait aussi combien la charge mentale est évidemment une préoccupation majeure. Et j'ai finalement l'habitude de dire que les mamans solo sont un petit peu comme les couteaux suisses. Il faut vraiment qu'elles jouent un petit peu, qu'elles soient finalement des équilibristes dans une vie qui n'est pas toujours facile, qui représente évidemment un certain nombre de difficultés. Alors, les constats, on les connaît, les préoccupations, on les connaît aussi. Eh bien, maintenant, c'est à chaque niveau de pouvoir, évidemment, de prendre ses responsabilités, parce que c'est d'abord une question de volonté politique, mais aussi de courage politique. Il faut évidemment s'en donner les moyens à court, à moyen et à long terme. On y travaille dans ce Parlement avec David, et avec aussi d'autres députés ici présents, et c'est vrai qu'en général, ce sont essentiellement des femmes, députées femmes et des femmes qui connaissent évidemment cette problématique de maman solo, et donc ce n'est pas un hasard. Donc je ne serai pas plus longue. Suite au programme, je vous remercie pour votre attention. Des mamans solo, distingués des invités, mesdames et messieurs. Vous me permettez tout d'abord de transmettre les regrets de l'ambassadeur Baïmaka Diop qui n'a pu être présente aujourd'hui ici à cette rencontre, et madame également la marraine Afrique
Madame Nango Nendoy, qui n'a pas pu aussi être présente ici. Son Excellence Laïma Tardou m'a chargé de vous transmettre ses sincères remerciements pour votre aimable invitation ainsi que ses vives félicitations pour l'heureuse initiative que vous avez prise pour aborder l'importante question des mères mamans solo, des mères célibataires, je veux dire. Cette problématique des mères célibataires est une grande acuité parce qu'elle nous concerne une très grande frange de la population féminine, comme l'a dit tout à l'heure Madame la députée, avec, je reprends ces chiffres, 80% de précarité au niveau de la région de Bruxelles. Donc, cette grande frange qui fait qu'un manque d'absence dans une famille et oblige la mère, en fait, est obligée à jouer le rôle, en même temps, on oblige la mère à jouer un rôle, que ce soit au niveau psychologique, au niveau du filet social, du père, la maman qui joue le rôle du père, la maman qui joue le rôle du tuteur, de nourrice, de chauffeur, de gardienne, de protectrice, d'amis, de confident, et j'en passe. Donc pour vous dire l'importance que représentent justement ces mamans solo. Et ça, on ne saurait compter sur le rôle des mamans solo qui jouent aujourd'hui, qui est une réalité. Le phénomène de ces mères solo s'est amplifié avec la modernité. Et tout laisse à croire que cette amplification va continuer avec l'accroissement des divorces, malheureusement, que ce soit au niveau de nos sociétés ou au niveau des sociétés africaines, mais également avec la libéralisation, parce que les femmes aujourd'hui, tout le monde sait que les femmes s'assument et de plus en plus essaient de gérer au niveau de la famille. Donc il convient de réfléchir sur les méthodes qui ont envie de trouver des pistes de solutions pour aider à surmonter à ces différents et innombrables défis auxquels les mamans solo font face. Il y va non seulement du bien-être et du bonheur de la mère et de son enfant, mais de ceux de toutes les mères, de tous les enfants, de tous les hommes, bref, de l'humanité. Car l'humanité est en fin de compte un tout cohérent et l'ébranlement d'une partie risque d'entraîner son propre ébranlement. Comme l'a indiqué tout à l'heure, j'ai entendu M. Lester, au cours de nos entretiens, nous allons discuter davantage des solutions qui pourront améliorer les conditions de vie de ces mamans solo, sachant que les sociétés ont toujours essayé de réguler. On sait qu'en Afrique, quand on est une maman solo, la problématique est moins visible parce que nous avons une structure familiale qui prend en charge les cousines, les tantes, etc. Donc, cette problématique de maman solo est beaucoup moins visible que quand on vit en Europe où on est seul. On doit non seulement s'occuper de l'éducation de l'enfant, de l'apport de la famille, ce qu'il faut manger, etc. Donc, je pense qu'au cours de nos différents débats, nous avons travaillé sur ces problématiques et devant vos députés qui pourront demain, à travers les différentes lois, créer un environnement qui pourra mieux améliorer justement la vie de ces mamans solo. Donc à travers cette équipe, à travers justement ça, travailler à une meilleure éducation sexuelle, parce que quand on a une meilleure éducation sexuelle, ça permet aussi de préserver justement cette vie de maman solo, parce que souvent c'est désiré, comme souvent on est mère célibataire sans pour autant le désirer. Donc je pense qu'aussi avec un meilleur éducation sexuelle à travers l'école, ça pourrait aussi également une bonne chose. Des méthodes de prise en charge à travers les politiques publiques, ceux qui m'ont précédé l'ont dit, et vous êtes dans l'endroit idéal justement pour parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, vous allez parler de cette problématique. Les gens avec qui vous avez voté, demain pourront être justement vos porte-voix à travers ces différentes politiques publiques pour une meilleure prise en charge justement de toujours ces mamans solo. Mais également, je pense qu'il faut qu'on regarde un peu plus sur le paradoxe de la société patriarcale. Parce que nous, en Afrique, généralement, nous avons des sociétés patriarcales et quand
Dans ces sociétés, on incrimine souvent la maman solo et on déresponsabilise justement le papa. Donc briser justement ce tabou de mère célibataire et essayer de faire en sorte justement que ces mamans puissent se prendre en charge, comme aujourd'hui l'a fait Amina, que je ne saurais terminer sans la féliciter, l'encourager pour ce qu'elle a organisé aujourd'hui. Ça montre justement l'espoir que ces mamans solo gèrent une famille, gérer une association, gérer sa vie professionnelle, tout en faisant les trois et le faire bien. Donc, Madame Amina, présidente de l'association Maman Solo, au nom de l'ambassadeur et de votre marraine, permettez-moi de vous féliciter et de vous dire que nous sommes fiers de vous et que justement vous incarnez l'espoir de ces mamans solo. À travers vous, je pense que les choses vont pouvoir changer et que les politiques publiques vont davantage renforcer la possibilité d'aider à ces mamans à mieux éduquer les enfants et à pouvoir mieux vivre dans notre société. Je vous remercie. Je vous remercie. Simplement commencer par un petit peu regarder au niveau des chiffres, parce que je pense que c'est une réalité. Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses et je pense que la plupart des personnes qui se sont exprimées l'ont déjà dit. En Wallonie, une famille sur 4 est dans ce cas, et en région bruxelloise, une famille sur 3. Ce sont des chiffres de l'année de mars 2022. La famille monoparentale ne constitue pas non plus un bloc homogène, donc il y a des diversités de situations. Ça peut être une famille dont un des deux parents est décédé, un couple parental divorcé ou séparé, des mères isolées simplement par les circonstances de la vie, ou alors un parent isolé par l'absence prolongée ou définitive du conjoint. Ça peut être l'abandon de l'enfant, ça peut être simplement une hospitalisation de longue durée, ou un emprisonnement ou un départ à l'étranger. Alors on peut être parent solo en continu, ou alors en alternance, dans le cas des gardes partagées, mais les femmes représentent 90% des chefs de famille monoparentales. Alors on n'oublie bien sûr pas les papas solos. Cependant, on peut affirmer que là où les papas solos suscitent souvent la compassion, les mamans solos, seules, font régulièrement l'objet de préjugés et de stigmatisation de la part des proches, des entreprises et de différentes institutions, dont malheureusement la justice. La société renvoie parfois le message stéréotypé que les mamans solos sont des êtres faibles, démunis, sans diplôme, qui se plaignent sans cesse et que leurs enfants, élevés seuls, sont les futurs délinquants de demain. Les mamans solos sont face à de nombreux défis parce qu'elles assument seules la responsabilité de l'éducation et du bien-être de leurs enfants. Alors bien sûr, elles doivent subvenir aux besoins financiers sans l'aide d'un partenaire et elles peuvent rencontrer des difficultés pour trouver un emploi stable et surtout bien rémunéré. Concilier travail et vie de famille et faire face à des problèmes liés aux pensions alimentaires ou à d'autres soutiens financiers. Alors, être seul responsable de l'éducation et des soins de l'enfant peut être épuisant et stressant. Les mamans solo doivent jongler avec beaucoup de responsabilités, comme les tâches ménagères, les devoirs des enfants, les activités extrascolaires, les rendez-vous médicaux. Cela peut entraîner une fatigue physique et surtout émotionnelle importante. Alors, si la charge mentale est bien connue du public, et bien qu'on reconnaisse qu'elle puisse aussi toucher les hommes, elle reste prédominante chez les femmes de tout âge, de toute culture et de toute éducation. Mais qu'en est-il de la maman solo, obligée d'affronter seule les différents challenges, que ce soit au niveau de la famille, comme on l'a vu, du travail, du financier, mais de la vie sociale et affective. La charge mentale des mamans solo est un aspect important de leur réalité quotidienne et elle fait référence à la charge cognitive et émotionnelle supplémentaire qu'elles assument en tant que parents uniques, ce qui peut entraîner par eux un stress mental et émotionnel accru. Alors il y a plusieurs aspects de la charge mentale, je ne vais pas vous faire un trop long discours, mais donc il y a plusieurs points. L'organisation, c'est les mamans solo qui ont la plupart des tâches et responsabilités liées à la vie quotidienne de leur famille. Elles planifient les repas, l'organisation des horaires des enfants, les rendez-vous médicaux, ça j'en ai déjà parlé, les activités, les courses, et forcément il faut une gestion efficace du temps et de l'énergie. La prise de décision également. En tant que seule personne responsable de la prise de décision, les mamans solo doivent constamment évaluer et décider de ce qui est le mieux pour leurs enfants. Cela peut inclure des décisions concernant l'éducation, la santé et tout ce dont on vient de parler, les règles de la maison,
Et on sait à nouveau que prendre des décisions seules peut être stressant et exigeant. L'équilibre émotionnel également. Les mamans doivent non seulement gérer leurs propres émotions, mais elles doivent gérer les émotions de leurs enfants. Elles doivent être disponibles pour soutenir émotionnellement leurs enfants, gérer les conflits, les inquiétudes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et encore autre chose, la gestion du stress. Elles sont souvent confrontées à un niveau de stress élevé en raison des nombreuses responsabilités qu'elles assument, et notamment par rapport aux défis financiers, à l'éducation, à la gestion du foyer, mais aussi d'autres problèmes. Trouver des stratégies efficaces pour faire face au stress et prendre soin de leur bien-être est crucial. Dernièrement, il y a aussi un dernier point par rapport à la charge mentale, c'est la solitude et l'isolement. La charge mentale des mamans solo peut être exacerbée par la solitude et l'isolement social. Elles peuvent se sentir seules dans la prise de décision, le partage des responsabilités, sans avoir quelqu'un avec qui partager tous ces défis. Et cela peut augmenter bien sûr le poids de la charge mentale et la difficulté à trouver un équilibre. Trop occupée à essayer de garder la tête hors de l'eau et active sur tous les fronts, la maman solo n'a que rarement la possibilité de prendre la parole, de se défendre et encore moins de changer les choses. Ces femmes sont débordées, forcées de compter chaque euro, elles n'ont plus de vie sociale et se retrouvent dans un grand isolement. Elles n'ont pas toutes les moyens financiers d'aller chez le psy, mais parfois tout simplement logistique, notamment avec la garde des enfants, et encore moins de temps pour prendre vraiment soin d'elles. Alors je vais vous demander un petit exercice. Mettons-nous 5 minutes dans la peau de Juliette. Juliette, maman solo de 3 enfants, 2 scolarisés et un dernier à la crèche. Elle a un emploi d'infirmière avec des prestations de nuit et de week-end. Son deuxième enfant a un trouble du spectre autistique. Le père est démissionnaire, elle a la garde exclusive et ne reçoit aucune pension alimentaire. Elle vient de déménager loin de sa famille d'origine et n'a pas encore d'amis. On vient lui diagnostiquer une fibromyalgie et sa voiture vient de tomber en panne. Alors bien que ce scénario soit fictif, je vous rassure, toute ressemblance avec des personnes, ce scénario est bien fictif et Juliette est le fruit de notre imagination, mais la réalité décrite est bien souvent celle de nombreuses mamans solo. Que ce soit un travail avec des horaires difficilement compatibles avec la vie de famille, la maladie ou le handicap d'un enfant, un travail précaire avec un revenu modeste, des horaires de travail difficilement compatibles avec les structures de garde, la difficulté de déplacement. Le moindre grain de sable, que ce soit la maladie, une panne de voiture, un déménagement, peut bloquer tout le mécanisme qui jusque-là fonctionnait très bien. Quels sont les relais possibles? La société n'est pas organisée pour les familles monoparentales, l'idéal étant d'être en couple avec 2 enfants. Le travail n'est pas toujours un choix dans son cas, mais une question de survie, avec la culpabilité des femmes qui sont partagées entre travailler pour offrir un minimum de décence à leurs enfants et être présentes pour eux. Une bonne partie de leur salaire part en frais de garde et parfois sans aucune aide, si son salaire dépasse d'1 euro le montant pour lequel une aide pourrait lui être accordée. Comment s'organiser? Ne pas se laisser déborder ou déprimer. On nous parle d'une société qu'on veut la plus inclusive possible, mais pourtant, elle ne laisse que peu de place à la vulnérabilité. Ces femmes, ces mamans solo n'ont pas toujours le temps de crier leur combat, mais une femme s'est levée, Amina Lukumbandoy, une association s'est créée, Maman Solo est au top, des marraines ont soutenu pour reprendre le flambeau et parler à leur place. Et toutes ces guerrières et guerriers sont là pour ça cet après-midi. En tant que psychologue, psychothérapeute systémicienne et spécialisée dans l'accompagnement, je me joins à elles et à eux afin de conscientiser chacun et chacune d'entre nous. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'être une maman solo pour réaliser qu'il est essentiel de reconnaître l'importance de les soutenir et de leur offrir des ressources et du soutien adéquat. Les réseaux de soutien tels que les groupes de parents, les amis, les membres de la famille, les thérapeutes et les nombreuses associations sur le terrain qui peuvent vraiment jouer un rôle crucial pour les aider à partager la charge mentale et à trouver des solutions et à se soutenir mutuellement. Et en conclusion, je dirais, il faut également une politique inclusive qui tient compte de la réalité de toutes et tous, financer des projets et des associations, faciliter les démarches administratives pour les différentes demandes, notamment en logements sociaux, réfléchir à la mise en place d'aides financières réalistes, faciliter les soutiens de garde, les solutions de garde, et notamment plus de structures pour les enfants porteurs de handicap et sensibiliser le grand public aux défis de ces familles et appeler à plus de solidarité. Et je terminerai par la devise de notre pays, l'union fait la force.
Dans le deuxième panel, on est un peu en retard, mais nous allons alors tout de suite, avant de lancer le panel, on remercie Monsieur le ministre Bernard Pioufani. Où vous voulez, Monsieur le ministre. Vous êtes chez vous. Alors voilà, comme vous avez dit, ils entrent, ils ressortent, ils travaillent beaucoup. Donc nous aurons Madame Else Rochette, députée pour Bruxelles. Nous aurons évidemment Monsieur le ministre Claire Failly pour Défi. Alors on va obliger notre marraine à changer de casquette pour qu'elle puisse représenter le MR si elle n'a pas quelqu'un qui la seconde. Et nous aurons les associations qui nous accompagnent. Alors nous demanderons aussi à Madame Caroline Taylor de répondre aux questions des mamans. Nous demanderons aussi à peut-être une amie, Madame Varasso Mandela, de nous donner aussi des indices au cas où on se tromperait. On demandera à l'Union africaine évidemment de répondre. Nous demanderons également aussi à, je la regarde et à chaque fois je la pour Amnesty International. Je m'excuse, je dois tellement tout changer à chaque minute que je suis un peu perdue. Alors nous allons vous poser les premières questions et j'espère évidemment que vous pouvez y répondre. Merci. Et bien voilà, bonjour tous. Compte tenu de tout ce que Madame Nathalie vient de décrire ici, ma question est la suivante. Comment accompagner les mamans solo en situation de surcharge mentale face à leur réalité soumise à l'ordre du système? Je vais demander à les enfants. Okay. Je vais demander, on va commencer par Madame Else Rochette. Est-ce qu'elle a une réponse pour Bruxelles? One Bruxelles, pardon. Je vais répéter La question est la suivante. Comment accompagner effectivement ces mamans solo en situation de surcharge mentale et face à leur réalité qui est souvent soumise à un système? L'organisation de cette journée et les deux marraines et puis toutes les personnes spécialisées ici qui soutiennent notre combat journaliste. Je suis vraiment en admiration parce que je me rends compte que votre vie de tous les jours est tellement dure. Déjà, à résoudre vos problèmes personnels et élever les enfants, etc. Et comment vous trouvez la force d'aller au-delà et d'essayer de changer les politiques et d'essayer de trouver des solutions qui sont positives pour tous les parents solo, tous les mamans solo. Donc vraiment, vous avez déjà été remerciés beaucoup, mais je veux vraiment rajouter un grand remerciement aussi à Nina et toutes les personnes qui vous soutiennent. Maintenant, pour répondre à la question, le défi dans la santé mentale est énorme et dans notre pays. Et moi, je pense que je suis assez fière de faire partie de la partie Horreur en Flandre, où on a le ministre Frank van den Broek qui est responsable. Et je dois dire qu'il met vraiment cette législation, des choses en place pour rendre le seuil vers un psychologue, vers les médecins, qui diminue les charges financières considérablement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple, chez le médecin, maintenant, il ne faut plus avancer les frais médicaux, c'est tout de suite juste la petite partie qui c'était déjà un très grande différence pour faire le pas d'aller chez le médecin. Parce que si on n'a pas la somme, donc voilà, ça c'est déjà une chose, je suis très fière qu'ils s'en occupent, mais moi et aussi les frais
maintenant sont beaucoup plus remboursés qu'avant. C'était aussi une discussion qui a eu beaucoup de place pendant, notamment Covid. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà assez de réflexion là-dedans par rapport aux mamans ou parents solo? Peut-être pas. Ça je ne sais pas confirmer, c'est beaucoup plus dans l'ensemble. Et il y a tout le temps, on tient en compte les familles en difficulté, qui vivent en pauvreté, etc. Donc, dans les faits, beaucoup de parents solos sont quand même, peuvent bénéficier de ces changements qui ont été faits. Donc voilà, mais maintenant il y a un autre point aussi, c'est pas, bon, évidemment les listes d'attente, il faut vraiment y travailler. Je sais aussi qu'il y a une attention spécifique pour les jeunes avec des difficultés mentales, et voilà, c'est aussi dans vos familles, les enfants. D'ailleurs, je remercie Latifa Aïbala qui a vraiment mis en lumière les enfants aujourd'hui aussi, parce qu'ils souffrent dans beaucoup de situations, mais c'est aussi une force pour la famille, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de force en eux pour soutenir la famille, etc. Mais voilà, c'est aussi souvent les victimes de problèmes mentaux, ou à l'école, ou à la maison. Donc voilà, là aussi, c'est important que cette frais diminue et que les listes d'attente soient résolues, ça c'est clair. Peut-être pour terminer quelque chose de plus général, je pense qu'à Bruxelles, on n'en mesure peut-être pas encore très bien les gains, parce qu'on a passé une période Covid, mais quelque chose que je suis très contente aussi qu'on a eu une réforme les allocations familiales. Et où il y a aussi vraiment une attention pour les familles en difficulté, donc aussi les familles monoparentales, qui ont maintenant plus d'allocations familiales que des familles où les deux parents vont travailler et qui n'ont pas de soucis. Donc je trouve que ça c'est très important que Bruxelles a pris ces décisions. Et là aussi, je peux m'engager que voilà, pour nous, on trouve aussi que c'est quelque chose qui est être suivi sur tous les niveaux, pas qu'à Bruxelles. C'est un bon exemple et on doit aussi mettre ça en place en Flandre. Comme ça, il y a plus de à la fin du mois pour affronter les difficultés financières. Voilà, merci. Partie encore en classe pour le moment dans l'hémicycle. Et sinon, parce que malgré tout, même si M. le ministre est là, on avait vraiment des questions spécifiques à l'emploi et au travail. Alors je ne sais pas si vous permettez qu'on puisse switcher sur ces questions puisqu'il est là et qu'il doit partir, comme ça on le libère. Et c'est un ministre, il est quand même venu, donc on l'a fait. Mais quand vous voulez que je dois prendre le débat. Alors, monsieur le ministre, on s'organise pour des mamans solo. Je ne suis pas prête à maquiller en claquettes. Je suis pas maquillée non plus. Je vais monter les couettes. Je vous remercie pour votre flexibilité. Voilà, alors ensuite, vraiment, du tout au tout, on s'organise en fonction de la présence de nos personnalités politiques, que je puisse retrouver nos questions, évidemment. Voilà, spécialement faite à la question du Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Formation, vous qui êtes cher au cœur des mamans solo, pour effectuer le changement, évidemment. Je vais m'adresser à vous. Alors, je ne suis pas experte, mais néanmoins, je m'informe, je lis, et toutes ces mamans sont dans ma bibliothèque.
Comme toutes les études et mon expertise le montrent, les mamans solo sont plus à risque. Les diverses études que j'ai lues montrent que ces dernières ont de nombreux freins pour la mise à l'emploi. Sachant que ces freins sont d'ordre différents et en priorité découlent de la garde des enfants, qui sont également liés au combat que portent les mamans solo au quotidien, pour exemple, le logement, les recours juridiques pour la pension alimentaire, leurs droits sociaux. Ces différentes situations les amènent inévitablement à être dans une situation beaucoup plus complexe, donc beaucoup plus vulnérable. Face au cumul de toutes ces difficultés que portent les mamans solo, et spécifiquement celles d'origine étrangère, ne pensez-vous pas que leur donner accès à un emploi de qualité leur permettrait de répondre à leurs besoins et ceux de leurs enfants, afin d'éviter de tomber dans la précarité et par la même occasion penser à désengorger les services d'aide sociale? Prenez le temps de voir, monsieur le ministre, j'ai une question qui arrive. On va se frotter aujourd'hui. Y a-t-il des actions spécifiques pour favoriser la garde d'enfants des mamans solo afin de pouvoir les disponibiliser sur le marché de l'emploi? Question 1. Question 2. Quelles sont les mesures d'aide à la mise en formation et l'emploi des mamans solo? Nous restons dans votre thématique. Et troisième question, il y en a 4, mais moi je fais 3 questions. Y a-t-il des actions pour la discrimination des mamans solo d'origine étrangère hors européenne? Quatrième question, Annie. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un incitant pour les employeurs disposés à répondre aux besoins des chefs de famille monomarentales en intra-académique chacun? Monsieur le ministre, prenez de l'eau. Chargé, et je connais des choses à faire, donc je partirai dès que je vous aurai répondu, enfin dès qu'on a eu un échange. Mais j'ai voulu venir parce que vous avez raison de faire ce que vous faites. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de mamans solo de plus en plus et qu'elles consentent un certain nombre de difficultés. Vous avez évoqué certaines. Et donc la société doit évidemment non seulement se pencher sur cette qualité, mais essayer de trouver des solutions, des accompagnements à cela. Quand vous m'avez accueilli en citant ma formation politique, donc je ne sais pas très bien si je dois répondre au nom de ma formation politique ou bien dans le cadre des compétences que j'exerce maintenant qui sont l'emploi. Les questions sont sur l'emploi, donc j'ai prévu de répondre dans le cadre, entre guillemets, limité des compétences que j'exerce comme ministre au gouvernement bruxellois, qui est l'accompagnement vers l'emploi à travers la crise et la formation professionnelle à travers cette formation. Alors, à votre question, ne croyez-vous pas que les aider à avoir un emploi de qualité durable de manière de les aider? Oui. Mon travail comme ministre de l'Emploi en région bruxelloise, c'est d'accompagner toutes les chercheuses, tous les chercheurs d'emploi à Bruxelles, ceux qui veulent travailler vers un emploi le plus possible de qualité. On insiste sur une notion de continuité, d'équilibre, de qualité, ça dépend de chacun. Mais un emploi de qualité, c'est un emploi où on peut se sentir bien, on est valorisé dans ses propres compétences, on a du plaisir, entre guillemets, à travailler, on a une rémunération qui est conforme à ses aspirations et à ses compétences. Donc ce travail que fait Activiste régulièrement. Alors, nous avons élaboré, comme région bruxelloise, on a déjà parlé, un plan pour
accueil de parents et de tenir compte. Et si l'entreprise le veut, elle est financée par la région pour déployer son plan de diversité, c'est-à-dire penser son plan de diversité. Il n'y a pas de financement pour les modalités qu'elle prendrait, mais elle peut aider à penser son plan de diversité, mesurer s'il y a un taux de parents solo qui est anormalement bas. Est-ce que ces stratégies d'embauche font que, sans s'en rendre compte, parfois indirectement, parce que les horaires, ben, ça exclut sans le savoir des mamans solo, qui, dans le fond, est-ce qu'on ne penserait pas d'adapter les horaires, est-ce que ça pose un problème dans l'organisation? Donc c'est faisable, on peut le faire comme ci et comme ça. Voilà. Accompagner l'entreprise ou l'organisation pour que son plan de diversité soit plus représentatif de la société civile et donc des mamans solo. Et ça, on le fait avec Activix, on signe des dizaines de plans de diversité par an. Et il y a un petit subside pour l'entreprise qui le réalise et qui le met en œuvre. Un petit subside, alors, il y a un subside. Merci, Monsieur le ministre. Alors, je vais annoncer Madame la ministre Karine Lallier qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Vous voyez que le ministre va répondre malgré leur agenda chargé. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence. Comme nous sommes à l'international, je poserai peut-être juste une question en représentant l'Union africaine que j'avais appelé tout à l'heure, mais vous étiez sortis. J'aurais voulu savoir si vous aviez un avis sur la question de la santé mentale, donc on en reviendra après. Et est-ce que vous avez aussi un avis par rapport à la mise à l'emploi des femmes en Afrique, des mamans solo en Afrique? Quelle serait la possibilité de grouper et de mutualiser les efforts entre l'Europe et l'Afrique pour que les mamans puissent bénéficier de projets qui pourraient les soutenir? On sait que c'est plus complexe en Afrique, évidemment. Je vous laisse savoir. Alors, je sais que tout le monde est l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine, c'est assez grand. Mes compétences personnelles, c'est-à-dire des sujets sur lesquels je pense que vous êtes à réfléchir, c'est sur les questions de paix, de sécurité, sur les questions de conflit. Et cette thématique-là, les femmes seules se posent, mais pas dans les termes, dans le contexte qui est décrit ici. Ici, nous voyons la question dans le cadre d'un pays qui est stable, où les politiques, les hommes politiques ont le temps de mener prendre des mesures, décider des politiques, franchement, pour pouvoir répondre à des femmes de moment seul. Donc la plupart du temps, ce sont des aides directes qu'on apporte pour pouvoir les aider à manger, à se soigner, que ce soit elles ou les enfants. Donc c'est ce que je peux vous dire. Et si vous avez remarqué, la plupart du temps, c'est des organisations internationales qui très souvent apportent cet appui-là aux États africains. La solidarité entre les pays africains n'est pas aussi développée à ce point parce que parfois même des pays qui sont même, qu'on pense être en mesure d'aider les autres. Et quand vous regardez très bien, ces pays ont pratiquement les mêmes projets. Donc, très souvent, c'est les Nations Unies, et c'est parfois l'Europe, ici, l'Européenne, qui est dans le cadre du programme, apporte de l'aide à ces femmes en situation de. Donc, voilà ce que je pourrais peut-être dire, ou apporter un peu de réponse, un début de réponse en tout cas à votre question. Merci. Merci beaucoup. On reviendra vers vous avec les panels. La parole à Madame la ministre qui va répondre aux questions. Alors, je suis désolée, on ne fait pas comme on aurait dû faire, mais on s'adapte à l'agenda évidemment des personnes politiques. Alors, je reprends ma place, Madame la ministre, et on va parler des questions auxquelles vous pouvez nous répondre. Merci. Je ne suis plus en possession de mon appareil digital. Ariel, est-ce que vous pourriez m'aider sur les questions de Madame la ministre, s'il vous plaît? Vous voulez que je les lise? Si vous voulez bien le faire pour nous aider, ce serait vraiment très gentil. Merci. Donc, oui, Madame Amina, donc j'imagine que c'est vous qui me posiez la question. Comment pouvez-vous donner un accès à une expertise rapide pour bénéficier des soins adaptés aux enfants porteurs de handicap invisibles et mal orientés au sein des cellules familiales monoparentales? C'est un problème complexe, hein. D'abord, je vais commencer par vous remercier évidemment, Madame la Présidente, puisque vous présidez
de m'avoir invité et aussi d'organiser cette journée où nous étions rencontrés lors de la journée organisée par la députée des filles Jaber, et je pense que c'est toujours important de travailler et d'entendre les témoignages des acteurs de terrain et puis des personnes qui vivent directement la situation. J'en rencontre beaucoup, mais ce n'est jamais suffisant. Donc merci vraiment de m'accueillir ici. Alors pour répondre maintenant à votre question, Madame la Présidente, alors c'est vrai que la politique du handicap, il faut être aussi responsable et ministre en charge des personnes en situation de handicap au niveau fédéral, c'est une lasagne, comme on dit, c'est-à-dire c'est une galaxie de compétences. Il y a des compétences au niveau fédéral, il y a des compétences au niveau de la région, il y a des compétences au niveau de l'enseignement ou autre chose, au niveau de la fédération au niveau 7. Ça ne vous aide pas, vous les citoyens, nous en sommes bien conscients. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai réactivé une conférence interministérielle handicap qui n'existait plus depuis 13 ans. Et c'est quoi une conférence interministérielle? C'est un lieu où se réunissent tous les ministres compétents en matière de handicap pour qu'on discute, pour simplifier effectivement la vie du citoyen. Donc voilà, ça c'était important de réactiver ça pour essayer de couvrir la trajectoire des familles ou des citoyens en situation de handicap. Alors, en ce qui concerne effectivement le handicap des enfants, puisque c'était ça, et encore des enfants qui sont en charge de la famille monoparentale, mais pour l'évaluation des enfants, que ce soit, ça revient, on va dire que ça revient au même par rapport à l'évaluation. Alors, quand il s'agit d'enfants, c'est-à-dire d'enfants de moins de 18 ans, eh bien, je comprends qu'il y en a marre. Je vous comprends, les enfants. Des enfants de moins de 18 ans, c'est la région bruxelloise qui est compétente pour évaluer ces enfants. Et en l'occurrence, l'organisme évaluateur, ça s'appelle IRISKE. Voilà, ça c'est la région bruxelloise. Si votre enfant a 18 ans et quand il arrive à 18 ans, effectivement, il passe au niveau du fédéral en ce qui concerne les allocations. Sinon, vous avez des allocations familiales majorées quand votre enfant est reconnu en situation de handicap. Et puis, il passe à 18 ans au niveau fédéral, où là, en fonction de l'évaluation multidisciplinaire que j'ai introduite, avant c'était une évaluation seulement d'un généraliste, ce qui crée beaucoup de problèmes par rapport au handicap invisible d'ailleurs, eh bien, il passe au niveau fédéral pour recevoir, ou non d'ailleurs, une allocation de remplacement de revenu et une allocation d'intégration. Donc c'est déjà compliqué, parce qu'à 18 ans, effectivement, on passe dans un autre système, et parfois, ce qu'on avait reconnu quand il était enfant, on n'est plus reconnu quand on est adulte. Donc c'est assez compliqué. Alors, c'est vrai que le handicap invisible, je vais parler quand effectivement vous avez un handicap moteur parce que, par exemple, vous êtes amputé d'une jambe ou d'un bras, ça se voit. Vous êtes en chaise roulante, ça se voit. Les handicaps invisibles et où il y a quand même par exemple, je vais prendre le spectre autistique, où il y a quand même un très haut taux dans nos populations. Alors, c'est pas qu'il y en a plus qu'avant, c'est simplement qu'on le détecte, qu'on l'évalue et qu'on le diagnostique, et ça c'est bien. Alors, je dis toujours qu'il faut diagnostiquer les enfants le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, la prise en charge le plus tôt possible permet effectivement une évolution, parce que quand on dit le spectre, c'est parce qu'il y a autant d'autisme que d'enfants ou que d'adultes autistes. Voilà, on ne peut pas dire, alors il y en a qui sont hyper intelligents, il y en a qui ont moins d'intelligence, il y en a d'autres qui ont une autre intelligence, qui sont neurodifférents, on va dire ça comme ça. Et ils revendiquent cette différence dans notre société. Ils revendiquent la différence. Les adultes autistes revendiquent leur différence. Voilà. Ils ont d'autres sens et ils revendiquent cette différence. Mais en tout cas, pour soulager les parents et pour prendre en charge correctement les enfants, il faut effectivement, quand vous êtes parent, d'ailleurs, quels que soient les parents, mais je sais que quand on est dans une famille parentale, monoparentale, j'y reviendrai à ma deuxième question, on a moins de réseaux, on se sent plus isolé, on n'a pas le temps, on est pris par la charge du quotidien, simplement, et on culpabilise aussi. On se dit, est-ce que je vais vraiment faire diagnostiquer mon enfant si je trouve qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? Je vous dis, s'il est vraiment déficient mental, on comprend. S'il a vraiment, s'il est né avec un problème au bras, on comprend.
s'il y a ce spectre, on ne comprend pas au départ. Même la surdité, on ne la comprend pas au départ. Hein. Donc il faut absolument, dès que vous avez des doutes, c'est d'aller faire diagnostiquer vos enfants. Et par exemple, il y a l'hôpital public où il y a, c'est qu'un centre pédiatrique. Il y en a d'autres qui s'occupent évidemment des enfants, parce que c'est un hôpital, j'ai beaucoup d'affection pour cet hôpital, simplement parce qu'il est à la ville de Bruxelles, mais c'est des spécialités, des spécialistes. Il y a encore 15 jours, j'y étais, puisqu'il y a un centre spécialisé maintenant à la détection de l'autisme, mais à partir du bébé. Donc ça, c'est pour rien que pour les enfants, mais quel que soit leur âge, avec une prise en charge effectivement de ces enfants et des parents. Parce que comment, quand on est parent, on peut réagir correctement aux symptômes de notre enfant et comment effectivement la relation peut à un moment donné se développer correctement entre l'enfant ou s'améliorer entre l'enfant et l'autre. Voilà, et ça soulage aussi le parent, ça le déculpabilise, c'est une prise en charge magnifique dans un lieu splendide d'ailleurs, une toute nouvelle aile de l'hôpital universitaire des enfants où il n'y a que des spécialistes qui travaillent là-dessus et d'ailleurs parmi l'équipe, il y a des gens adultes. Et donc, il y a cette logique-là. Mais il faut une démarche individuelle. La pire des choses, c'est de ne pas faire cette démarche et avoir votre enfant rejeté d'école en école, de crèche en crèche ou d'autres choses. Ou alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais simplement parce qu'il faut former les parents et il faut former aussi les crèches. Il faut de la formation dans les crèches, il faut de la formation dans les écoles et on sait que nos écoles ne sont pas inclusives. Mais c'est une prise en charge globale. Donc ce qui est important, c'est vraiment se dire, ces situations arrivent à énormément, proportionnellement et statistiquement, énormément de familles et de parents. Et donc, vous n'êtes pas seul et il y a cette possibilité. Il y a aussi le Vivant Court, vous avez vu, qui va ouvrir la maison de l'autisme, la maison bruxelloise de l'autisme, sur un ancien site d'ailleurs que Béléris, c'est une casquette à moi, rénove aussi, donc on participe à ça. Où là, c'est un moment aussi, elle n'est pas encore née, hein, un moment de repos aussi pour les parents, et vous savez aussi qu'il va créer plus de place pour prendre en charge, parce qu'il y a des enfants autistes qui ont des problèmes lourds, et donc pour prendre en charge ces enfants et pour soulager les parents. Et ce matin encore, de tout ça, ce matin encore, j'étais à une ASBL, Casa Clara, voilà, Casa Clara, qui est justement une ASBL qui accueille les parents qui sont des aidants proches. Les aidants proches, c'est-à-dire que des parents qui, et c'est des mamans qui ont ces difficultés, qui ont ouvert il y a 10 ans cette ASBL, cette Casa Clara, Clara c'est le nom de la fille qui avait un handicap et qui est décédée aujourd'hui, eh bien, ils accueillent non pas les enfants qui ont un problème ou les adultes, parce que ça peut être aussi une mort ou autre chose, ils accueillent pour des moments de bien-être les parents. Pendant que l'enfant est dans un centre de jour ou à l'école ou ailleurs. Quel que soit le handicap, là, ce ne sont pas que les parents d'enfants. Et pour faire quoi? Pour faire du bien-être. C'est-à-dire, ils ont tout ça là, un sauna, c'est-à-dire reprendre soin de soi, parce qu'on prend toujours soin de l'autre, puisque l'autre se compte bien. Mais ils accueillent aussi la fratrie, parce que quand on a un enfant en situation de handicap, parfois les autres enfants sont oubliés, parce que c'est normal, il attire toute l'attention. Et donc là aussi, c'est la fratrie qui peut partager des moments de relaxation, et puis ça permet aussi aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes de parler entre eux. De parler entre eux en disant, ouais, moi aussi, et peut-être d'un peu déconner sur leur petit frère ou petite sœur ou grand frère ou grande sœur en disant, ouais, il a 18 ans, il est là encore comme ça. Ça permet de les soulager, non pas se moquer, ils ne se moquent jamais de leurs frères et sœurs, ils sont hyper protecteurs. Mais de se soulager, de se dire, je ne suis pas tout seul à porter ça non plus. Et donc, ça, c'est vraiment un lieu magnifique qui est ouvert à tous, je vous le dis, qui est situé à Gert. Et qui est un lieu vraiment d'accueil remarquable. Et aussi, après, il y a des moments de partage. Des parents qui partagent leurs difficultés, qui partagent leur expérience, qui partagent leurs moments de bonheur, qui disent que parfois, ça arrivait d'autres choses. Donc, c'est pas que des histoires
négative, évidemment, ce que je vous raconte là, ça permet effectivement de pouvoir prendre ça en charge. Donc, c'est vrai qu'au début, c'est difficile, et ça restera difficile, parce qu'après, là, il y a effectivement une personne de 80 ans qui va à Casa Clara, qui dit voilà, il existe depuis 10 ans, donc elle n'en profite pas depuis longtemps. Son fils a 47 ans, il est toujours à la maison chez elle. Il est en centre de jour, mais voilà, aussi elle ne peut pas le placer, elle a peur de ce qui se passera effectivement quand il décédera, mais elle y va. Elle y va aussi, et donc c'est des histoires et des associations, je pense à celle-là évidemment parce que c'est la seule qui prend en charge ses aidants proches qui aujourd'hui ont un petit statut, donc ont un statut remarquable, mais commencent à avoir un petit statut, et qui pensent au bien-être global, en dehors effectivement de tout ce qui existe dans le cadre des centres de jour, des institutions ou des soutiens des différentes ASBL et des reconnaissances plus par rapport à une allocation ou par rapport à des allocations familiales majeures. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à Aménat de pouvoir donner la parole à autant de personnes aujourd'hui. Et avec un petit jeu de mots, c'est un véritable défi, mais que je trouve émerveilleux. Voilà. Mesdames et messieurs, Madame la ministre, Mesdames et messieurs les députés, honorables invités, Mesdames et messieurs et les enfants, je m'appelle Pierre Ledoux. Je viens de Wallonie, je ne suis pas de la région bruxelloise, mais je suis papa de 5 enfants, de 42 à 21 ans. J'ai déjà fait un bout de chemin. Je suis papa solo depuis plus d'une douzaine d'années, suite à une rupture et à un désintérêt de la maman pour notre dernière fille, qui est porteuse de handicap. Alors c'est une situation que je vis au jour le jour. Actuellement, je vis seul avec ma dernière fille porteuse de handicap. Alors je suis admiratif pour toutes les mamans solo qui sont présentes ici et celles qui ne le sont pas, mais je suis admiratif parce que je me rends compte qu'elles sont souvent stigmatisées et bien souvent précarisées, ce qui n'est pas mon cas. J'ai eu la chance de pouvoir travailler, de pouvoir continuer à travailler, d'avoir un salaire, de pouvoir m'occuper comme je pouvais de ma fille. Et je me fais ici le porte-parole de toutes les personnes, parce que je ne suis pas le seul dans le cas, de toute une série de parents que je rencontre à l'école de ma fille, que j'ai rencontrés. Et je me fais le porte-parole de ces personnes, ainsi que moi-même, pour des problèmes récurrents que j'ai rencontrés, que je vis encore pour l'instant. À la suite, justement, vous parliez de lasagne administrative, mais je pense que c'est une lasagne administrative malheureusement propre à la Belgique. Suite à la séparation des compétences, en découle une fragmentation des services, une fragilisation des droits et une multiplication des interlocuteurs. C'est nous, parents, qui devons assumer la cohérence de tout ça. On se retrouve bien souvent quasi seuls à prendre des décisions, à devoir s'occuper d'un dossier pour notre enfant, on cherche à gauche, à droite, on tombe pas sur le bon interlocuteur, il faut changer d'endroit, on introduit un dossier. Et ce que je trouve vraiment embêtant, c'est justement la séparation et comment je vais dire, c'est un cloisonnement. Je vais plutôt parler de cloisonnement entre les différents services. Que ce soit le parmi des allocations familiales à un moment donné, quand l'enfant est jeune. Je me retrouve dans la situation où actuellement ma fille vient d'avoir 21 ans. C'est le droit
aux AR et aux ARR et AI sont des problèmes qui arrivent à partir de 18 ans. Et ma fille a 21 ans. Elle n'a plus droit à rien au niveau des allocations familiales, à part les simples allocations normales. Nous pouvons voir un psychologue, tous les services qu'il peut y avoir autour d'un enfant, des animations spéciales, des prises en charge, que ce soit thérapeutique ou autre. Ça pose problème au niveau financier quand vous avez une somme qui vous tombe plus tous les mois. Et je suis dans le cas pour l'instant, j'attends toujours, parce que je suis en procédure il n'y a rien qui a été fait alors que ma fille a déjà 21 ans. Et je me retrouve dans une situation où je n'ai plus rien pour l'instant. Enfin, elle n'a plus rien. Donc, heureusement, moi je suis là, mes autres enfants sont là, ma famille est là derrière, j'ai des frères, j'ai ma maman encore en vie. Donc, on tient tout le monde tient à ce que ma fille ne manque de rien. Mais quelque part, je trouve que les difficultés, par cette fragilisation et par cette lasagne administrative, je veux dire, eh bien, c'est très compliqué de mettre la paix hors de nous. Alors, toutes les démarches sont toujours à recommencer, que ce soit les élaborations de dossiers, les études de PMS, que ce soit les études médicales, le contrôle, près des médecins décisionnaires, etc. Chaque fois, on remet l'enfant dans cette situation où il peut passer des tests. Chaque fois, c'est compliqué pour les enfants, parce que chaque fois, c'est une période de stress, c'est une période où les enfants vivent la vie. C'est parfois ça les plonge parfois dans un stress et même de la déprime à écouter ce que parfois les gens, parce que c'est un handicap qui n'est pas visible. Voilà. Alors, on a l'impression qu'on vient chercher quelque chose, qu'on vient pimenter quelque chose, et pour obtenir, vous devez vraiment vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Alors, pour moi, je vais dire que c'est une crise d'ordre civil, avec cette séparation de pouvoir. Il n'y a pas de coprésence. Il n'y a aucune interdépendance entre les différents services. Et finalement, aucune solidarité. Alors j'ai l'impression parfois que quand j'arrive à mettre la tête hors de l'eau, il y a directement une main qui me plonge dedans. Et qui me plonge la tête bien dedans, systématiquement. Et je suis finalement seul à faire face aux difficultés et aux charges de cette situation. Alors au-delà des clivages politiques, je plaide pour une logique de continuité et non une logique de séparation. Un processus durable pour la prise en charge des personnes, que ce soit des enfants puis des adultes, porteurs de handicap, de terminer par cette phrase de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'important est invisible pour les yeux. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Tous les parents, d'ailleurs, enfin, qu'un père comme ça prenne toutes ses responsabilités, c'est vraiment aussi. Ça fait plaisir dans l'idée de l'égalité dans la société entre les hommes et les femmes. Donc j'espère effectivement que demain il y en aura plus qui prendront ces responsabilités. Je voudrais dire, je suis d'accord avec la cloisonnement, effectivement, ça a été une réforme de l'État qui a séparé effectivement les enfants et les adultes. Et la difficulté, effectivement, c'est que il n'y a pas de transfert. Pardon, monsieur, mais je vois plus. C'est difficile de il n'y a pas encore entre les services vraiment les transferts corrects de données. Vous savez qu'en Belgique, il n'y a pas la même définition du handicap entre les régions et le fédéral. Voilà, oui, comme vous le savez, mais c'est pour ça qu'on a fait une conférence interministérielle. Et c'est pour ça qu'on... Oui, c'est comme ça qu'on y travaille. C'est pas parce qu'elle a eu un certain niveau en allocation familiale qu'elle aura la même chose, effectivement. Et je comprends tout à fait votre sentiment et le sien par rapport à l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation
au niveau fédéral est fait uniquement, jusqu'à présent, avec un généraliste. Point. Et d'habitude, les généralistes, et je ne vais pas les critiquer, mais qui sont des personnes déjà assez âgées, mais qui n'ont plus toute la science nouvelle. Par exemple, l'autisme, à cette période, il n'a pas étudié ça, hein. Il n'a pas étudié ça. Parce qu'il a 60, 70 ans, et qu'à l'époque, la science ne savait pas ce que c'était. Enfin, donc voilà. Et donc, alors que depuis, je pense que c'était depuis 1997, je pense, on veut, dans la loi 87, demande de 87, j'étais pas là, demande de mettre en place une évaluation multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus qu'un généraliste, parce que pour tous les handicaps invisibles, ils sont très compliqués, et même visibles. Parce qu'un handicap, c'est pas seulement médical. Un handicap, il faut aussi voir comment, et c'est ça la reconnaissance d'une allocation d'intégration et d'une allocation de remplacement, comment on peut se débrouiller dans la vie. Et c'est ça. C'est pas votre taux handicapé qu'on reconnaît, c'est comment, à un moment donné, avec votre handicap, vous pouvez avoir ou pas la chance de pouvoir travailler et donc d'avoir votre propre revenu et pas un revenu de remplacement. On dit bien que c'est un revenu de remplacement. Et donc c'est ça l'évaluation. Sauf qu'elle est faite rien que par un généraliste pur et dur, ou alors les formulaires remplis par votre généraliste ou par des spécialistes qui prennent parfois le temps, avec un formulaire incompréhensible au niveau fédéral. Je suis en train de le modifier aussi parce que même moi, je ne peux pas le remplir simplement. Et donc maintenant, bien engagé, j'ai plaidé pour des budgets. Les budgets pour l'administration, c'est pas difficile, mais j'ai engagé plein de budgets pour engager justement des équipes multidisciplinaires. Et on a, et je veux dire, malgré parfois les pénuries, on a toutes les personnes qu'il faut. On a engagé des psychologues, des infologues, des logopèdes, des assistants sociaux pour faire une évaluation multidisciplinaire. Alors est-ce que ça sera comme ça? Non, parce que les généralistes tiennent quand même à leur prérogative. Donc il va falloir travailler, je les ai tous rencontrés, les médecins. Il va falloir travailler à leur ouvrir l'esprit aussi. Alors heureusement qu'il y a des jeunes médecins qui sont dans cette logique. Je comprends tout à fait la peut-être victimisation secondaire, la maltraitance parfois, voilà, la maltraitance parfois, qu'elle soit volontaire ou pas, hein, je ne dis pas qu'elle est volontaire, mais sans doute par méconnaissance, par non prise de temps suffisant, et des choses comme ça, faites effectivement à ces personnes avec parfois un sentiment qu'on vient demander de nous. Alors effectivement qu'il y a des handicaps. Et dans mon cabinet, j'ai une personne avec un handicap invisible. Donc je sais aussi de quoi il parle. Et donc voilà. Alors la logique de continuité, c'est ce qu'on est en train de faire, puisqu'on a fait un plan interfédéral handicap. On avait fait un plan fédéral handicap, ça n'avait jamais été fait à l'ordre fédéral. Je l'ai validé il y a 2 ans du gouvernement. Maintenant, on a validé la semaine dernière, mercredi passé, un plan interfédéral handicap avec l'ensemble des ministres de Belgique, hein, on va dire ça comme ça, responsables en matière de handicap. Et on va continuer à essayer effectivement qu'il y ait plus de continuité. Est-ce que ça fera comme ça tout, vous savez, la complexité avant que toutes les lois passent, ça se fera comme ça? Non, mais en tout cas, c'est l'ambition. Il y a une chose politiquement que je peux vous dire, j'ai un peu de bouteille politique, c'est que quand on parle du handicap, disons que ça transcende les partis. Je vais dire ça comme ça. C'est peut-être le seul sujet qui me concerne qui transcende les partis. Et donc là, il y a des moyens d'avancer, quels que soient les gouvernements en place. Parce que quand vous parlez à toute la Belgique, c'est que des gouvernements différents, évidemment. Et donc là, ça transcende effectivement le pays. Il y a une volonté globale et commune d'avancer. Mais on a encore énormément de travail pour faire cette société de plus en plus libre, pour faire en sorte que ces personnes soient évidemment plus acceptées et que nos services publics soient un service aux citoyens et pas un contrôleur du citoyen. Donc on est en train de travailler sur toutes ces questions qui sont passionnantes. Je vais vous dire qu'une législature fédérale, c'est déjà court, mais chez nous c'est plus que court, puisqu'on d'habitude
on passe 1 an et demi à négocier, donc on n'a plus que 3 ans et demi, plus le Covid. Donc je serais un peu frustrée à ma sortie de charge, je peux vous le dire. Les administrations sont maintenues et on a tout mis en place pour qu'il y ait une évolution dans le sens que je veux. Depuis plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans et j'ai été maman solo pendant 12 ans aussi. Donc je connais toutes les galères que maman solo peut vivre, tous les hauts et les bas que la maman solo peut vivre. Et quand elle m'a demandé d'écrire cette chanson, bien évidemment, j'ai dit oui directement parce que la cause me touchait. Et puis que mon cœur, évidemment, ça m'a parlé quoi. Donc voilà, j'ai écrit cette chanson pour la journée mondiale de la maman solo. Ce jour dans ta vie, tout a changé. Quand dans ton ventre il a bougé, no one ever told you that it would be such a surprise. Et malgré les peurs et douleurs, ton amour déjà le combla. Tu savais en toi cet instant que tu es maman. Tu vas tout lui donner, aussi fort, si fier, en toi libre et quand il faudra, elle tombera pour toi, c'est le cœur d'une maman. Tu vas continuer à avancer, pas le droit d'être découragé. In your pain, you doubt, you have to put them aside. Car maman doit être fiable, pas le temps de se lamenter. Sa responsabilité, elle va l'assumer. Et quand il faudra, elle tombera pour toi, c'est le cœur d'une maman. Bolina, la maman est salée. Prends force, les mamans solo, comme courageuse. Tu avances, forte et déterminée.